2022, Abderrahmane Redouane subit un véritable acharnement judiciaire, puisque déjà en 2022, on avait tenté de faire fermer la mosquée de Pessac. Ça avait échoué. Nous avions obtenu gain de cause déjà par le tribunal administratif de Bordeaux, puis en appel, après une demande du ministère de l'Intérieur, on a également gagné devant le Conseil d'État. Et en 2024, les choses se sont répétées, où on a voulu cette fois-ci envisager une procédure d'expulsion. Alors, on est passé en commission au mois de mai 2024 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à la demande de la préfecture de Gironde qui visiblement voulait refaire le match. Et à nouveau, le tribunal judiciaire de Bordeaux nous a donné gain de cause et a refusé de donner un avis favorable à l'expulsion d'Abderrahmane. Après ça, les mois passant, la situation ne se réglant pas au niveau de son titre de séjour, on a saisi à nouveau le tribunal administratif de Bordeaux et le 1er août 2024, on a eu une quatrième décision en faveur d'Abderrahmane Redouane qui a cette fois-ci ordonné à la préfecture de délivrer un récépissé de titre de séjour et de réexaminer sa situation. Sauf que 5 jours après, à 6h30 du matin, un équipage de police, en réalité un véritable peloton, on est à peu près à 25 policiers, se sont déplacés chez lui, ont perquisitionné son domicile, l'ont menotté, l'ont interpellé pour l'expulser. Et ce jour-là, je me souviens, nous n'avions pas de nouvelles de lui. On a passé toute la journée à essayer de le relocaliser, de trouver où est-ce qu'il était. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à 11h, on l'a mis dans un avion en vue de son expulsion, sauf que la préfecture n'a pas pu obtenir un laissez-passer de la part des autorités nigériennes. Et face à ça, ils l'ont éloigné de Bordeaux, ils l'ont mis à Paris. Il a fait 3 mois de placement en centre de rétention, qui est un centre fermé pour les étrangers, où vous ne pouvez pas sortir, vous êtes sous le contrôle de la police, vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Et 3 jours avant la fin de sa période de rétention, on découvre à nouveau qu'Abderrahmane Redouane est cette fois-ci placé en garde à vue pour une infraction fourre-tout, une infraction dont on a beaucoup parlé, l'apologie d'actes de terrorisme. Je pense que cet acharnement contre moi particulièrement s'explique par le contexte dans lequel moi je suis ici, à Bordeaux, avec la direction d'une mosquée qui est complètement indépendante des consulats, qui est complètement indépendante de la ligne officielle de l'islam de France du gouvernement et qui exprime une voix vraiment très, très critique aussi bien par rapport à la question de l'islamophobie que dont le gouvernement ne veut même pas entendre parler du nom, que par rapport à la question de la cause palestinienne. Je pense que ce sont vraiment les deux sujets qui sont devenus pour le gouvernement, pour le ministère de l'Intérieur notamment, une ligne rouge que j'aurais franchie depuis trop longtemps et qu'à un moment donné, il faut qu'on me fasse rentrer dans les rangs. C'était l'expression qui a été utilisée déjà en 2022 devant le Conseil d'État, où on me reprochait de ne pas rentrer dans les rangs. Il faut entendre les rangs de l'islam de France. Nous savons tous particulièrement que cette accusation d'apologie de terrorisme est une foutaise. C'est un dévoiement réel de ce que peut être, et ça existe, l'apologie du terrorisme. Aujourd'hui, nous avons des députés français, des députés européens, des syndicalistes, je pense notamment à un de la CGT, mais pas seulement, des organisations politiques, que ce soit l'UNPA ou Révolution Permanente ou d'autres. Ce sont parfois même des enfants qu'on va chercher dans des écoles, qui sont tous et toutes accusés d'apologie du terrorisme. Au bout d'un moment, on se réalise très clairement que cette accusation ne tient pas debout. Elle ne tient pas debout de manière générale et de manière singulière concernant Abderrahmane Redouane que nous connaissons. Abderrahmane Redouane, s'il en est là où il en est aujourd'hui, c'est parce qu'il est victime, sans aucun doute, de sa foi et d'un amour inconditionnel pour la condition humaine et le traitement à égalité de tous les humains sur cette terre. Abderrahmane Redouane est coupable d'aimer son prochain. Abderrahmane Redouane est coupable de lutter contre toutes les formes de discrimination, quelles qu'elles soient. Abderrahmane Redouane est coupable de considérer que, quelle que soit la latitude, lorsqu'un peuple pleure, il est coupable de pleurer avec lui. Que ce soit le peuple de Gaza ou le peuple de Palestine, que ce soit le peuple du Congo, le génocide qui se passe actuellement au Soudan, le peuple du Darfour,
D'un certain point de vue, Abdelrahman Redouane est un internationaliste dans l'âme qui ne conjugue pas son indignation en fonction de la latitude et de la longitude. S'il fallait dire quelque chose qui puisse le résumer, il est d'un certain point de vue l'universalité incarnée. Ce n'est pas pour avoir des grands mots. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres d'Abdelrahman Redouane. Ce n'est pas le seul, alhamdoulilah, il y en a d'autres. Mais ce qu'on lui reproche en réalité, c'est de ne pas accepter la grille de lecture qui est celle, et qui est grave, de la guerre de civilisation que ceux d'en haut qui nous gouvernent veulent nous imposer. Abdelrahman est contre la guerre de civilisation. Abdelrahman Redouane, c'est le président de la mosquée de Pessac, mais au-delà de ça, c'est un véritable militant depuis sa jeunesse, depuis qu'il est étudiant dans les campus à Bordeaux. Il est parfaitement identifié comme étant quelqu'un qui a des valeurs, qui a des principes, et jamais sur les 30 ans de sa présence sur le territoire français, il a été placé en garde à vue, il a été inquiété pour des prises de position personnelles ou politiques ou militantes. Et évidemment, venir aujourd'hui essayer de le raccrocher à l'infraction d'apologie d'actes de terrorisme, c'est un non-sens déjà par rapport à son passif et aussi par rapport à la réalité du dossier qui est que Abdelrahman Redouane, contrairement à ce qu'on dit, a toujours condamné le terrorisme parce qu'il considère que foncièrement, déjà par rapport à sa pratique religieuse, par rapport à sa foi, c'est totalement incompatible et même par humanisme, il a toujours été parfaitement clair sur ce sujet-là. Plus encore, quelques jours après les événements du 7 octobre, il a adressé un courrier à l'ensemble des élus de la Gironde et au niveau national pour à la fois demander à ce qu'on prenne un cessez-le-feu par rapport à ce qui se passe à Gaza, mais aussi pour rappeler le deuil légitime qu'on peut ressentir et qu'il partage vis-à-vis des victimes innocentes et civiles du 7 octobre. Et ça, on l'a dit lors de sa garde à vue et on le répétera lorsqu'il sera devant le tribunal correctionnel au mois de janvier 2024. Abdelrahman Redouane est loin du terrorisme. Il dénonce avec force l'horreur qu'est le terrorisme. Simplement, il a sa liberté d'expression et aujourd'hui, parce qu'il faut habiller la situation administrative d'Abdelrahman Redouane, on a cette procédure-là qui vient essayer d'enfoncer le clou et justifier son expulsion et son éloignement de la France. Je dirais qu'il y a à la fois la liberté en France. Et je crois qu'au fond, c'est sa faiblesse. Il croit, dur comme fer, que la liberté de parole, que la liberté d'opinion était sacrée. Dans la laïcité, c'était sacré. C'était une valeur de la laïcité. Et donc, son défaut, c'est d'y croire presque trop. Et donc, dans ce cadre-là, il a pris des positions qui prennent fait et cause sur des sujets que la société française n'est pas toujours mûre à accepter. Sa foi dans la liberté en France, en fait, c'est ça qui lui porte tort. Il y croit plus que la majorité de beaucoup de Français. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est un militant qui prend la parole, qui s'exprime, d'ailleurs là il s'est exprimé souvent publiquement, et sur un sujet qui est extrêmement délicat dans la société française, c'est le sujet de cette guerre entre Israël et la Palestine. Et là, manifestement, on choque immédiatement un tas de sensibilités. Bon, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, mais c'est clair. Et sa position de président d'association musulmane venait amplifier la prise de position. Parce que moi, j'ai pris aussi position pour les Palestiniens ou les Ouïghours, mais on ne m'a jamais embêté. Malheureusement, quand on parle de la politique des gouvernements qui se sont succédés depuis l'avènement d'Emmanuel Macron à la présidence, on est bien obligé de constater en matière d'islamophobie que c'est toujours extrêmement mesquin et je dirais extrêmement primitif. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui pensent que l'État français est leur propriété et qu'ils peuvent régler leur compte avec la communauté musulmane indépendamment de toutes les règles de l'état de droit. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Bruno Retailleau qui a dit clairement qu'il en avait assez de l'état de droit et qu'il fallait savoir le remettre en cause. En réalité, c'est ce qui est fait depuis des années. Il me semble que c'est très, très clair concernant Abdourahmane parce que
parmi des centaines, des milliers de militants qui disent aujourd'hui exactement la même chose que lui concernant la Palestine et la lutte contre l'islamophobie, on a un ministère de l'Intérieur qui va s'acharner et qui va s'acharner de la manière la plus lâche qui soit, c'est-à-dire en profitant du fait qu'il est immigré pour lui retirer son titre de séjour, pour le priver donc de son activité professionnelle, qui va ensuite le placer en assignation à résidence, puis en centre de rétention sans aucune procédure judiciaire, parce qu'à un moment, ce qu'Abdurrahman a subi, c'est quand même 3 mois de prison. Donc, on a déjà eu une peine qui a été effectuée. Et la question, elle est quand même simple. Si réellement ils voulaient porter plainte pour apologie du terrorisme, pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Pourquoi avoir fait toute cette procédure? Parce que cette procédure, elle exclut le contradictoire, qu'on peut raconter absolument tout et n'importe quoi, qu'on peut faire taire un homme et qu'on peut lui reprocher tout et son contraire. À un moment, Abdurrahman a évoqué le film Shoah de Claude Lanzmann. Moi, j'ai été très touchée par Abdurrahman qui nous explique à quel point, au Niger, le visionnage de Shoah l'a ému, bouleversé et a formé son esprit universaliste de lutte contre les génocides. Et là, on a la représentante du ministère de l'Intérieur, que je soupçonne de n'avoir pas vu Shoah en entier parce que ça dure 7 heures, qui n'avait qu'un argument. Elle a dit, bah non, mais ça, c'est de la dissimulation, c'est du double discours. Donc, on est à chaque fois, avec les militants musulmans, dans cet esprit sordide. C'est-à-dire que si la personne ne dit rien contre l'antisémitisme, eh ben, elle est antisémite. Alors, je rappelle qu'il y a 90% des Français non musulmans qui ne luttent pas contre l'antisémitisme. Et si la personne est réellement militante contre l'antisémitisme, et ça va peut-être choquer, mais moi j'estime qu'Abdurrahman est militant contre l'antisémitisme parce que son engagement, ses propos, sa mesure font de lui quelqu'un qui est apte à parler d'une question sensible dans notre communauté et au-delà. Il est musulman, donc quand il est militant contre l'antisémitisme et qui fait vivre la mémoire de la Shoah au Conseil d'État, c'est de la ruse et c'est de la dissimulation. Donc on est toujours dans ce double discours et dans une mesquinerie et un acharnement. Aujourd'hui, cette chère liberté d'expression et d'opinion que tout le monde envie ou enviait à la France, parce que moi je suis tenté de parler aujourd'hui au passé, parce que la réalité nous montre qu'aujourd'hui la liberté d'expression, ce n'est plus de la géométrie, je ne sais pas ce que c'est, ça dépasse l'espace-temps, elle n'est plus égalitaire. Donc, cette liberté d'expression n'est pas tolérée quand un responsable associatif musulman comme moi se met à interpeller l'État, se met à dénoncer les atteintes aux droits des musulmans et se met à défendre la cause du peuple palestinien. Ce n'est pas audible, ce n'est pas entendable. Voilà. L'affaire d'Abdurrahman est finalement tout à fait symbolique du contexte dans lequel vivent les musulmans en France. On se rend bien compte que toute parole politique, toute parole contestataire, lorsqu'elle est portée par des musulmans et lorsqu'elle trouve sa source dans l'islam, eh bien, elle fait l'objet d'une répression, d'une persécution qui connaît, je dirais, assez peu de limites, puisque toute législation est utilisée contre cette parole. Dans le cadre de l'affaire d'Abdurrahman, eh bien, il s'agit là d'une expulsion, puisque l'État a considéré qu'une expulsion était possible, que la législation permettait l'expulsion, était une des armes qu'il fallait utiliser afin de faire taire cette parole que portait Abdurrahman, et cette idée selon laquelle toute législation doit être utilisée, que les musulmans doivent être, je dirais, persécutés en réalité par tous les moyens nécessaires. Et nous sommes entrés dans une période, et l'affaire Ridwan en est la parfaite illustration. Nous sommes entrés dans une époque où le gouvernement français, l'État français, ne réprime plus les agissements d'une minorité de musulmans, il réprime les opinions d'une majorité d'entre eux. L'idée que l'attaque du 7 octobre
puisse être corrélé au cadre de la présence, enfin, de l'occupation israélienne de la Palestine, c'est une évidence logique, c'est une exigence logique. Il est absolument impossible de se détourner de cette évidence monstrueuse. Eh bien, et on peut considérer, si on regarde de l'attitude de l'Assemblée générale des Nations unies, que c'est une idée que partage une écrasante majorité de la planète. Eh bien non, en France, il a été demandé par une circulaire dont on ne connaît pas bien la valeur juridique, il est vrai, du ministre de la Justice dans les jours qui ont suivi le 7 octobre, de considérer comme apologie du terrorisme toute interprétation qui corrélerait l'attaque du Hamas avec des faits de résistance à une occupation illégitime. Évidemment, il y a des débats sur l'infraction d'apologie d'actes de terrorisme. Moi, je considère que si effectivement on est dans la diffusion de propagande de contenu terroriste, et d'ailleurs pas nécessairement que djihadiste, hein, si on est sur du terrorisme d'extrême droite, il faut réprimer, il ne faut pas permettre qu'il y ait de la propagande dans ce sens-là. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'en réalité, c'est surtout des militants pro-palestiniens qui sont renvoyés devant des juridictions correctionnelles pour être condamnés parfois à des peines très lourdes. J'ai eu à le connaître pour avoir défendu des militants. Et c'est clairement pas qu'une position aujourd'hui d'avocat qui est partagée, mais elle est reprise par d'autres. Vous avez des magistrats qui dénoncent ça, vous avez des organisations des droits de l'homme qui dénoncent ça, vous avez même la CNCDH, le Conseil national consultatif sur les droits de l'homme, qui dit qu'effectivement, on essaye d'utiliser l'infraction d'apologie d'acte de terrorisme pour réglementer des choses qui dépassent le cadre d'un tribunal correctionnel, qui relèvent d'un débat d'intérêt général. Je veux dire, est-ce que la France aujourd'hui est plus royaliste que le roi vis-à-vis d'Israël et interdit toute critique qui parfois, lorsqu'on est dans l'État d'Israël, est entendable et discutable? C'est ça qui est assez hallucinant, c'est que vous avez des positions en France qui sont plus sévères que l'État qui est prétendument protégé par cette législation. C'est ça qui nous est préjudiciable, c'est ça qu'on discute et c'est ça qu'on dénonce. Alors, ce que je dis de ces accusations, c'est ce que je dis depuis le début, hein, qu'elles ne correspondent absolument pas à la réalité de ce que je suis, de ce que j'ai fait et de ce que je vis à travers mes différents engagements. Voilà. Mais comme on dit, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut point entendre et pas plus aveugle que celui qui ne veut point voir. On est face à un mur de cécité et de sourdité. Et donc, il continue toujours, quand je dis il, je parle des accusateurs, donc le ministère de l'Intérieur, son bras armé, la préfecture ici à Bordeaux, il continue toujours à renouveler, à redéfinir ces accusations. Le mensonge, c'est comme dit l'adage, hein, il en reste toujours quelque chose, hein, raconter, il en restera toujours quelque chose. C'est une citation de Voltaire. Voilà, donc du coup, on est face à cette réalité-là, c'est-à-dire des accusations qui n'ont aucune prise avec la réalité et qui servent d'instrument pour mener une campagne de harcèlement judiciaire. Voilà ce que je pense de ces accusations. Et cette accusation d'apologie du terrorisme, c'est ça qui est terrible, elle est utilisée dans plein de pays où des régimes totalitaires décident de s'attaquer à la liberté d'expression. Concernant Pessac, je crois que ça a marqué quand même un tournant et que ça explique, avec évidemment le combat contre le génocide que mène Abdourahmane, mais ça a marqué un tournant parce que c'était la première fois que le ministère de l'Intérieur s'est trouvé confronté à un échec qui a eu un certain retentissement médiatique. Et la mosquée n'a pas fermé définitivement. Et je crois que pour Gérald Darmanin, ça a été un choc de se dire, ah bah non, finalement, il reste encore un tout petit minimum d'état de droit et je ne peux pas gagner à chaque fois. Et donc, à partir de là, l'acharnement qui a suivi ne m'a pas tellement étonnée parce que, en plus, Darmanin a été obligé, il faut le rappeler, de condamner au moins une des attaques qui ont été menées contre la mosquée de Pessac par l'extrême droite. Je crois qu'il y en a eu 7. Ça n'est pas rien. Et évidemment, il y avait une contradiction puisque celui qui condamnait formellement sur X était aussi celui qui avait lancé la traque et qui avait fait en sorte que la mosquée de Pessac soit vue comme un endroit où on pouvait faire absolument tout et n'importe quoi contre les croyants. Si on pose la question de qui est celui qui préside aux destinées de la mosquée de Pessac, il faut
Monsieur Ridouane, il faut dire que autant il peut y avoir parfois des musulmans en France qui s'expriment sur un registre un peu clivant, mais Monsieur Ridouane, c'est absolument pas ça. C'est quelqu'un, Abdurrahman Ridouane, c'est quelqu'un, comment dire, qui a fait partie de dialogues interreligieux, c'est quelqu'un qui s'exprime extrêmement calmement. On ne lui connaît pas de propos dont on aimerait se démarquer, donc il faut bien le dire. Pourquoi il lui arrive ça? Parce que nous sommes dans une époque de la France que moi je caractérise par une chronologie et par une petite formule pour résumer. Je dis que la France est entrée dans une nouvelle période de son histoire en octobre 2020 avec ce discours du président de la République qu'on appelle le discours des Mureaux. Bon, le discours des Mureaux, c'est celui qui a fondé la notion de séparatisme musulman et il a eu comme principaux effets pratiques, je dirais pour moi, j'ai écrit dans Middle East Eye un article sur la dissolution du CCIF. Moi, je pense que la première décision scandaleuse dans ce domaine, c'est la dissolution du CCIF qui est validée par le Conseil d'État en septembre 2021. Alors, on dit les idées d'Abdurrahman Ridouane, c'est condamnable parce qu'il a dénoncé cette islamophobie de l'État. Moi, je dirais en passant, et ça va revenir souvent, c'est deux poids, deux mesures. Moi, j'ai un très bon collègue du mainstream académique, je pense qu'il s'appelle Jean-François Bayard, et je pense qu'il a écrit une tribune dans Le Monde pour dire, le titre était « Nous sommes entrés dans l'ère de l'islamophobie d'État ». Que je sache, ce collègue n'a pas été immédiatement considéré comme luttant contre les valeurs de la République. Il a été dit d'Abdurrahman Ridouane qu'il disait du mal de l'État hébreu, n'est-ce pas? Et que donc ça pouvait être interprété par des gens mal intentionnés comme une attaque contre les Juifs. Mais je vais prendre un autre exemple. Abdurrahman Ridouane et moi-même, et nous tous, disons que les Israéliens commettent des meurtres épouvantables et qu'ils devraient être tenus pour responsables devant les instances de la justice internationale. D'accord? Le fils d'un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, pour ne pas le citer, Louis Sarkozy, pour citer le nom de son fils, a interrogé sur sa vision de la situation à Gaza, a répondu à plusieurs reprises qu'ils crèvent tous. Que je sache, Louis Sarkozy n'a jamais été inquiété pour apologie du terrorisme. Louis Sarkozy n'a pas été inculpé pour dénonciation pouvant générer de la haine anti-musulmane. Donc, une fois de plus, je pense que Abdurrahman Ridouane n'a pas lancé des appels à la haine. Abdurrahman Ridouane, il a lancé des appels à la raison. Il a lancé sur une voie très raisonnée, répétitive, calme, convaincante, des appels à la raison à tous ceux qui soutiennent les massacres israéliens dans la bande de Gaza. Et ces appels à la raison, eh bien, moi, j'espère vivement qu'on va un jour parvenir à les entendre. Si on applique aux propriétaires ou aux gérants des médias français les critères qu'on applique à Abdurrahman Ridouane, ils doivent tous être en prison. Ils doivent tous être condamnés pour atteinte aux valeurs de la République. En tant que militant contre l'antisémitisme, on s'est rendu compte qu'en ce qui concernait la communauté musulmane, il y avait des mosquées qui fermaient en 2 minutes, des associations et des maisons d'édition qui étaient dissoutes, des militants emprisonnés, et tout ça sans décision de justice, sans possibilité pour les personnes de se défendre dans les médias, et sur le principe de décision purement administrative. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai pu avoir des échos de ce qui se passait à Pessac et participer à un groupe contre les dissolutions et où j'ai pu découvrir le réel, à savoir un réel qui ne reposait sur rien en termes d'antisémitisme. Moi, j'étais très méfiante au départ parce que forcément, les médias, certaines sphères militantes n'incitent pas, je dirais, à voir ce qui se passe réellement. Je considérais que les gens devaient être défendus et traités à égalité
de toute façon, parce qu'en France, il faut le savoir, on est quand même un pays où, depuis les années 50, quasiment aucun négationniste, par exemple, n'a fait un jour de prison. Où la plupart, quand ils sont condamnés après 5 ans de procès à des condamnations purement symboliques qui ne les empêchent pas de continuer leurs activités. On est dans un pays où on traîne des centaines de musulmans devant les tribunaux pour apologie du terrorisme. À côté de ça, il y a une maison d'édition qui s'appelle Tatami, qui a pignon sur rue, qui est tenue par un monsieur qui est un pro-israélien et d'extrême droite israélienne historique. Ce monsieur a édité en français le manifeste d'Anders Breivik, qui, je le rappelle, est responsable de la mort de centaines de personnes abattues froidement, qui est le premier des suprémacistes blancs de l'époque contemporaine à avoir fait des attentats d'aussi grande ampleur. Donc, on a ce manifeste qui est en français, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies d'extrême droite si on a 28,50 € à mettre. Et ces gens-là ne sont pas inquiétés. Donc, j'ai commencé à découvrir ce qu'était la réalité pour les musulmans. Pour Abderrahmane Ridouane, évidemment que l'acharnement qu'il subit est politique. Moi, ce que j'espère, c'est que à l'audience du mois de janvier, au-delà de ce contexte politique, on fasse du droit. Et le droit, c'est de constater qu'effectivement, les caractéristiques de l'infraction d'apologie d'actes de terrorisme ne sont pas réunies pour Abderrahmane Ridouane. Parce que, comme je l'ai indiqué, c'est un homme responsable, c'est un responsable d'une mosquée très connue à Pessac, qui est soutenu par des représentants d'autres cultes, mais pas que, qui est soutenu par ses fidèles, et qui a une ligne politique qui est transparente, qui est connue pour avoir participé à des manifestations toutes les semaines en soutien au peuple palestinien, et jamais on a trouvé une seule parole de lui qui va à travers. Alors, certes, il a peut-être écrit au moment où Israël a commis ce que des critiques en France et au niveau international ont vivement condamné, à savoir l'élimination d'Ismaël Haniyeh. Mais pour cela, on n'a pas la preuve qu'effectivement, cela représente une apologie d'acte de terrorisme. Ismaël Haniyeh, il faut le rappeler, c'était quand même un interlocuteur crédible d'Israël pour la mise en œuvre d'un cessez-le-feu et de négociations autour des otages. On ne pouvait pas ignorer Ismaël Haniyeh dans les négociations. Il faut rappeler que c'est l'ancien Premier ministre de l'autorité palestinienne également. Donc il y a tout un contexte qu'il faut prendre en considération pour déterminer si oui ou non Abderrahmane Ridouane faisait la promotion du terrorisme. Pour moi, la réponse, elle est évidente. Absolument non. Le plus simple pour moi, c'est de dire, si c'était moi qui avais les positions affichées, fortes, publiques, dans la rue, qu'a eu Abderrahmane, j'aurais pas de problème. Donc lui, il en a parce qu'il n'est pas dans la catégorie qu'il faut. Il a quand même 2 défauts, il est noir et puis il est musulman. Sur le jugement lui-même, moi j'ai le sentiment que là, ce que j'ai déjà dit d'ailleurs, c'est l'opinion qui fait la politique. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où les conservateurs, les rétroacteurs, les intégristes de tout poil sont en train de revenir en arrière et les gouvernants se mettent en ligne sur cette opinion. C'est-à-dire qu'ils n'affrontent pas l'opinion, ils se laissent porter par la volonté des gouvernants, c'est de rejoindre cette opinion. Et on voit bien que c'est ce qu'ils font en permanence. Il y a encore un article du Monde sur le racisme du président. C'est effrayant, quoi. C'est effrayant d'absence de sens commun et de sens de responsabilité. Voilà. Et donc là, on est avec les jugements, on est bien dans l'esprit du temps, dans l'opinion qui ne s'embarrasse pas de détails et qui ne va pas voir concrètement ce qu'il y a derrière. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans une situation politique qui est telle que c'est déplorable de le dire, parce que ça relève d'un cynisme absolu. Si Abderrahmane Ridouane a été montré du doigt, et particulièrement par un certain monsieur Darmanin, il s'est servi d'Abderrahmane Ridouane comme un marchepied présidentiable. Aujourd'hui, si vous voulez être présidentiable et avoir une certaine légitimité, il faut nécessairement s'en prendre à des musulmans, des musulmanes,
Voilà la réalité. Et voilà pourquoi Abdourahmane Redouane, aujourd'hui, est plus que menacé d'expulsion. Derrière Abdourahmane Redouane, c'est l'ensemble de nos libertés publiques qui sont aussi mises en cause. Il y a quelques années de ça, quelques dizaines d'années de ça, c'était le conflit Est-Ouest. Aujourd'hui, le mur de Berlin est tombé. Ils ont décidé d'ériger un mur contre les musulmans et les musulmanes d'un côté et le reste de la population de l'autre. Il faut profiter ici de prendre la parole, pas simplement pour dire Abdourahmane Redouane est des nôtres, il faut prendre la parole pour dire que nous allons continuer à défendre le peuple palestinien. Qu'Abdourahmane Redouane soit dans cette frontière de la métropole ou pas, nous allons nous mettre modestement dans ses pas et dans les pas de beaucoup d'autres. Et nous sommes évidemment dans la condamnation ferme du gouvernement Macron. Abdourahmane Redouane est le défenseur de la veuve et l'orphelin, parce que c'est le chemin qu'il a choisi de prendre. Abdourahmane est contre la guerre des civilisations. Abdourahmane Redouane n'est pas pour les musulmans contre le reste du monde. Abdourahmane Redouane n'est pas pour les musulmans contre les juifs, pour parler du sujet qui nous préoccupe maintenant. Abdourahmane Redouane aurait été de ceux qu'on aurait appelés les justes à une certaine époque, parce que, je le sais, nous le savons, il aurait caché dans son appartement des juifs et des juives. En France, il y a trois blocs politiques. Hein, et il y a un tiers de droite, un tiers d'extrême droite, un tiers de gauche, hein, sans se disputer. Les deux tiers de la droite et de l'extrême droite sont en compétition sur le terrain de l'idéologie. Et leur terrain de combat, c'est la stigmatisation des musulmans, c'est tout. Donc, bon, on s'en prend à lui parce qu'il a une voix qui porte, parce qu'il est efficace, parce qu'il est crédible dans son argumentation. Et sinon, la matrice de fond, hein, de ce qui se passe en France, ce n'est pas une crispation exclusivement contre les musulmans. C'est pire que ça. Si vous êtes noir de peau et de culture non musulmane en France, vous allez vivre autant de discrimination et autant de stigmatisation qu'un musulman. La crispation de la France, elle est contre l'islam en tant que l'islam, c'est le marqueur des peuples issus d'une période de notre histoire qui est la colonisation. La France, la société française, rejette le droit des anciens colonisés de faire partie du tissu national, de parler à égalité, de revenir dans le concert des nations. C'est ça le fond du problème. Et si vous voulez comprendre pourquoi ça s'est aiguisé, c'est parce que l'extrême droite, qui avant la Seconde Guerre mondiale, n'était pas un soutien d'Israël, absolument pas, l'est devenu à mesure que dans le contexte de la décolonisation, prenons un exemple très simple, Jean-Marie Le Pen n'aurait jamais soutenu Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait un côté véritablement antisémite. Mais dans le contexte de la décolonisation, l'ennemi public numéro un, qui avait pu être le juif avant la Seconde Guerre mondiale, est devenu le musulman. Non pas le musulman en tant que suivant tel prophète par rapport à tel autre. Pourquoi? Parce que la France n'est pas une terre chrétienne. La France est une terre déchristianisée, avant tout. Et donc le logiciel de la majorité des Français, à mon sens, je peux me tromper, n'est pas un logiciel religieux. Mais le musulman, c'est l'emblème du décolonisé. Et la France fait un rite sur la décolonisation qu'elle n'a jamais accepté. La France n'a jamais été capable d'écrire la page de la colonisation. Elle ne peut pas gérer la page de la décolonisation. Et donc, bien, Redouane, mais tant d'autres. Vous avez peut-être entendu parler de ma mise en garde à vue, mais vous avez peut-être pas entendu parler de la mise en garde à vue et de la condamnation de dizaines de militants français qui avaient l'inconvénient d'être musulmans. Hein. Il y a eu à peu près 4 non-musulmans, Meurice, Panot, ceux-là ont été relaxés, on en a beaucoup parlé, mais on n'a pas parlé des dizaines de militants discrets qui ont été mis en garde à vue et qui ont été condamnés à des dommages à intérêts importants à l'association qui s'appelle l'Organisation juive européenne. C'est justement ce que je dénonce depuis tant d'années, c'est cette violation de la laïcité, c'est ce dévoiement de la laïcité, c'est cette instrumentalisation de la laïcité. Et c'est ça que le gouvernement ne veut pas que ça devienne, comment dire, une alerte, une dénonciation qui soit audible par tout un chacun. Parce que là, c'est l'inversion accusatoire. C'est-à-dire que nous sommes, quand je dis nous, je parle vraiment des responsables associatifs musulmans qui, depuis très longtemps, ont pris conscience que la laïcité est utilisée aujourd'hui et depuis un certain moment comme un instrument de répression plutôt qu'un instrument d'inclusion. Et pour que
comment dire, cette explication pédagogique ne puisse pas être partagée par les citoyens, il faut renverser la charge de l'accusation en faisant passer les plaignants pour les coupables. Et donc aujourd'hui, au lieu d'entendre ce que nous disons, c'est-à-dire un respect total par rapport à la laïcité et une exigence très ferme de son application stricte et égalitaire envers tous les cultes, on nous fait passer pour des gens qui violent la laïcité, des gens qui abîment la laïcité, des gens qui ne respectent pas la laïcité. Et le citoyen qui est devant son écran de télé ou sur son smartphone, qui entend que tel responsable de mosquée ou tel imam, en plus, me désigner comme imam est une stratégie tellement vicieuse, tellement perverse, alors qu'ils savent parfaitement que je ne suis pas imam, mais ayant réussi à, comment dire, à démolir tout simplement l'image de l'imam dans l'opinion, notamment avec cette histoire de la charte des imams, un imam aujourd'hui est perçu en France comme quelqu'un qui est, comment dire, qui est anti-laïcité. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont utilisé cette stratégie de me faire passer pour un imam et de me faire endosser ces attaques contre la laïcité à travers mes prises de position. Et ils vont même au-delà. Non seulement j'attaque la laïcité, mais j'attaque aussi les valeurs de la République. On ne sait pas lesquelles, mais bon, il suffit de le dire pour que ça devienne une vérité. Donc, sur la question de la laïcité, il est vraiment important que les gens comprennent l'instrumentalisation qui en est faite. Il y a une solidarité. Il y a des religieux de Bordeaux qui sont engagés avec nous. Nous animons un groupe de réflexion de chrétiens engagés dans la relation avec les musulmans. Et tout ce monde-là est favorable et suit et m'interroge quand l'occasion s'en présente sur ce que devient Abdourahmane. C'est vous dire combien nous avons toute confiance en lui. On a besoin de gens comme lui en France, absolument, et que l'utilisation, moi j'appelle ça la triple peine contre lui, c'est-à-dire la menace de l'expulsion, elle est très grave et elle va priver non seulement les musulmans, mais l'ensemble des gens qui vivent dans ce pays d'un acteur local pour le vivre ensemble. N'ayons pas peur des grands mots parce que je crois que même la note blanche des renseignements généraux n'a pas pu éviter de mentionner que localement, il était bien vu par toutes les communautés. Donc, c'est quelqu'un qui a réussi à créer sur sa commune un collectif et un collectif qui intervient sur beaucoup de problématiques sociales et sociétales. D'autre part, c'est quand même quelqu'un, et je le dis à titre personnel parce que je connais toute la difficulté qu'il y a à travailler dans le secteur du handicap. C'est aussi des enfants en situation de handicap qu'on a privés d'un cadre qui animait un institut et qui les aidait. Et des gens comme Abdourahmane, ils sont prêts à payer très cher de leur personne pour faire quelque chose. Donc, on a besoin de lui en France, vraiment. Abdourahmane Redouane est une boussole. Et j'ai même envie de dire que Abdourahmane Redouane, sans Abdourahmane Redouane, sans sa propre existence physique, ce qu'il défend du point de vue de son orientation, j'ai envie de dire de cœur, j'ajouterais de foi, et j'y ajouterais par-dessus, parce que ça se concrétise au bout d'un moment comme ça, d'un point de vue politique, c'est ce à quoi nous sommes tous amenés à porter, particulièrement dans cette période-là, où il y a des génocides en cours, où il y a des inégalités du point de vue des richesses matérielles entre ceux qui ont plus et ceux qui ont toujours moins et qui ont moins et toujours moins. En conclusion, on est de tout cœur avec Abdourahmane et puis on fera tout pour le soutenir. Voilà.